Ave Maia, Homo numericus, te salutanti. On est toujours au Web Today 2018 et aujourd'hui on va parler data sérieux. Bonjour à tous, aujourd'hui deux invités prestigieux. Le premier, Gaspard Koenig, bonjour. Bonjour. Gaspard, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis philosophe. C'est pour ça que je suis en toge d'ailleurs. Philosophe, en toge, on est bien. Et du coup, c'est quoi? Tu prends la posture du penseur de Rodin toute la journée et à la fin, t'écris 4 mots. Exactement. Et je les vends très cher. Non, t'as quelqu'un qui a un parcours qui est assez vaste. T'as écrit Le révolutionnaire, l'expert et le geek. Et depuis, on te voit partout. Qu'est-ce que tu fais au quotidien aujourd'hui? Il y a plusieurs choses. J'écris des articles, j'écris des livres, j'enseigne. Et puis aussi, ça me prend quand même beaucoup de temps, je dirige un think tank que j'ai créé. Et dans le think tank, il y a quand même 6 personnes. Déjà, c'est une petite boîte en fait. Et le think tank, lui, il fait des rapports très concrets, précis, économiques, sociétaux, politiques et tout ça, sur les idées que je propose. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis très intéressé comme philosophe d'avoir des allers-retours avec la pratique. Donc, à titre personnel, je voyage, je fais des reportages, je vais regarder là où les idées sont expérimentées. Et en politique publique, c'est pareil. Je veux pas que les idées... On peut parler pendant 30 ans du revenu universel. Entre philosophes, ça va avancer à rien. Donc ce que je fais, c'est que moi, je pense que je suis très partisan du revenu universel. Mais ensuite, dans le think tank, je fais travailler des économistes sérieux qui me le modélisent, qui regardent combien ça coûte, comment c'est possible. Et donc, il y a des allers-retours entre un concept et sa déclinaison pratique. Et l'un influe l'autre. Donc sur cette base doctrinale, il y a des gens qui font des expérimentations aujourd'hui sur le revenu universel. J'étais au Brésil, dans un petit village qui est à 2 heures de Sao Paulo, où il y a un groupe de libertariens qui, à titre complètement privé, lève des fonds en crowdfunding en Allemagne et distribue le revenu universel à un village depuis 10 ans. On pourrait en parler longuement, mais moi j'ai vérifié ce que j'avais envie de voir, c'est-à-dire 1, que les gens font une utilisation rationnelle, et que 2, chacun en fait une utilisation différente. Et que donc, la conclusion, c'est que même quand t'es pauvre, même quand t'es pas bien alphabétisé, t'es toujours mieux à même de définir tes propres besoins que je ne sais quel bureaucrate. Mais pour ça, évidemment, il te faut un peu de matière, il te faut de l'argent. Et donc toi, à la fois, tu crées du contenu pratique dans Génération Libre, voilà. Donc le think tank, voilà. Et en même temps, tu essayes de le confronter à une réalité, d'essayer de montrer un delta. C'est quoi le modèle économique d'un truc comme Génération Libre? Le think tank, c'est très clair, hein. C'est comme tous les think tanks, c'est de la donation. Donc on lève de l'argent auprès de particuliers essentiellement ou de petites boîtes. On n'a pas d'argent public, on n'est pas dans les grands circuits de financement institutionnel classiques des autres think tanks, c'est-à-dire qu'on ne lève pas de l'argent auprès du CAC 40. Donc c'est compliqué, hein. C'est dur, mais ça fait aussi partie du jeu et ça nous permet d'être hyper libre parce qu'on défend les intérêts de personnes, qu'on a une base de donateurs de 550 personnes, donc c'est complètement dispersé. Et du coup, on fait vraiment ce qu'on veut. On a fait un rapport sur l'oligopole bancaire. Quel think tank aujourd'hui peut faire un rapport sur l'oligopole bancaire? Personne, parce qu'ils sont tous financés par BNP, AXA, Société Générale, etc. Donc je pense que dans l'environnement français, on est particulièrement indépendant. Arnaud Castagnet, bonjour également. Bonjour. Tu commences à trouver le temps long? Non, pas du tout. C'est extrêmement intéressant et on voit certaines comme agence de valeur avec mon employeur, à savoir le programme e-Residency. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Donc tu bosses sur l'e-Residency estonienne. Est-ce que tu veux expliquer rapidement ce qu'est l'e-Residency estonienne et ensuite expliquer ce que tu fais? D'accord. Donc le programme e-Residency, c'est un programme lancé par le gouvernement estonien qui vise à fournir une carte d'identité numérique à n'importe qui, n'importe où dans le monde pour que ces personnes puissent utiliser les services numériques estoniens. Et donc se revendiquer en partie estonien. Oui, et surtout utiliser les services qui sont en ligne en Estonie, parce que quasiment toute l'administration en Estonie est numérique, et on a souvent coutume de dire qu'en Estonie on peut tout faire de façon numérique, à part 3 choses: on ne peut pas se marier, on ne peut pas divorcer, et on ne peut pas effectuer de transactions immobilières. Mais sinon, tout se fait de façon intégralement numérique. Pourquoi les transactions immobilières se sont fait supprimer? J'imagine qu'on n'a pas envie qu'au cours d'une partie de poker, quelqu'un se mette à vendre sa propriété immobilière juste comme ça en quelques minutes de façon numérique. Mais et pareil pour le mariage et pour le divorce, on considère que ce sont des choses qui sont encore un petit peu trop importantes pour les laisser entièrement de façon numérique. Et toi, du coup, tu fais quoi dans cette structure-là? Donc, je travaille comme directeur de relations publiques, donc je travaille directement pour le gouvernement estonien, après avoir auparavant travaillé pour François Hollande comme chargé de communication numérique. Donc je suis parti d'un gouvernement pour travailler dans un autre. Devenir estonien, François Hollande? J'espère. Il sera exclu de la France?
Non, parce que justement ça se substitue pas à la carte d'identité et à la nationalité. Ah oui. C'est plus une nouvelle identité, comme tu as ton compte Facebook, tu as ton compte e-Estonie. Voilà, en fait on peut obtenir la carte d'identité numérique estonienne, et donc par exemple la première des motivations pour les e-résidents, c'est la possibilité de créer son entreprise en seulement quelques minutes, ce qui est parfois beaucoup plus compliqué dans d'autres pays. De même, les e-résidents peuvent donc créer une entreprise basée en Estonie, donc une entreprise européenne, peuvent avoir accès à des services bancaires professionnels, à des systèmes de paiement internationaux comme PayPal, et en fait disons que l'accès aux services est extrêmement inégal dans le numérique, même si lorsqu'on est français, lorsqu'on est européen ou américain, il est extrêmement facile d'avoir un compte bancaire en ligne, il est facile de recevoir des paiements via PayPal. Dans beaucoup de pays, c'est pas possible, ou alors c'est extrêmement difficile à cause de la bureaucratie, à cause des problèmes administratifs, et en devenant e-résident, on peut utiliser toutes les facilités de l'administration numérique estonienne. Une fois qu'on a ça, on vit dans un milieu où de plus en plus l'identité des gens se retrouve dans les données qu'ils produisent. Alors soit qu'ils produisent volontairement, soit qu'ils produisent non volontairement, hein, puisqu'il y a de la data, il y a de la métadata. Il y a également des institutions qui produisent de la donnée à ton propos. Donc la dimension humaine se retrouve prise dans cette donnée. Cette donnée aujourd'hui, elle est atomisée, elle est dans plein d'endroits. Est-ce qu'en fait on est en train de faire quelque chose qui touche à l'identité même de l'être humain quand on modifie son rapport à la donnée, ou est-ce que pour finir c'était pareil avant mais on ne le savait pas et elle n'était peut-être pas stockée pareil? Moi j'avais trouvé assez troublant la fin de Homo Deus là, de Harari, quand il parle du dataïsme justement, et en fait lui sa thèse c'est que c'est la disparition de l'individu classique. L'individu, c'est quand même aujourd'hui ce qui est à la base de tous nos systèmes économiques, juridiques et politiques. C'est parce qu'on est considéré avoir un libre arbitre qu'on peut se décider dans une élection, acheter des produits ou faire du business en maximisant son profit et signer un contrat, parce qu'on donne son consentement libre et éclairé. Et toutes nos sociétés reposent sur cette idée qu'il y a un individu autonome qui se décide par lui-même. Si on entre dans un monde où la data devient à ce point déterminante que l'individu n'est plus qu'un prétexte sur le réseau et que le réseau devient plus puissant que l'individu, alors quand même on change les fondements même de nos structures sociales, théologiques, de manière assez incroyable. Deleuze, dans son livre 1000 plateaux, qui est écrit avant la naissance du numérique grand public en tout cas, qui est écrit en 80, il parle du rhizome. Et il dit on va passer d'un monde où finalement il y a des identités qui sont comme des identités comme des arbres. Il y a un individu, c'est un arbre, il a des racines, après il s'étend et puis il peut mourir, à des rhizomes, c'est-à-dire les rhizomes c'est les racines comme les orties. Et donc c'est la racine qui est intéressante en fait, c'est la racine qui bouge de manière chaotique et qui de temps en temps va produire une tige qui sort de terre, mais l'ortie qui sort de terre, elle n'est rien. Ce qui est, c'est le réseau, c'est le rhizome. Et l'ortie, c'est juste l'émanation complètement, disons, hasardeuse du réseau. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, quand on parle de noosphère, qu'on imagine, si on va très loin, imagine que tous les cerveaux vont être connectés, qu'on va produire de l'intelligence collective en connectant l'ensemble des neurones de l'ensemble des êtres humains, il y a des gens qui imaginent ça, bon. Bah, ça veut dire que, et il y avait des philosophes qui avaient pensé ça sous le terme de noosphère, Teilhard de Chardin par exemple, ça veut dire qu'il y a le réseau, et que l'individu n'est qu'une petite coïncidence. Et donc là, ça change tout quand même. Et je pense qu'en tant que libéral, ça me pose un problème, parce que à la fois, je suis très favorable aux nouvelles technologies et tout ça, bien sûr, c'est l'inventivité humaine, la créativité. Mais si on perd l'individu, on perd quand même ce qui est le but recherché. Et donc, la question que je pose, c'est quels outils on se donne pour retrouver ou pour redonner du pouvoir à l'individu dans le monde des datas. Un des outils, mais il y en a sans doute beaucoup d'autres, et j'en suis au tout début, mais un des outils, c'est sans doute de pouvoir s'approprier nos données, c'est-à-dire d'avoir, tu disais toi-même, les données, elles sont complètement dispersées, elles sont dans la nature. Moi, le droit fondamental... Elles sont pas tant que ça dans la nature, parce que en fait, il y a quand même une grande partie des données. Aujourd'hui, elles sont dans les data centers de 6 boîtes dans le monde. D'accord, mais je veux dire, elles sont pas dans ta wallet à toi. Elles sont ailleurs. Quand tu achètes une voiture, ta data de géolocalisation, elle part chez Peugeot, chez Volkswagen, elle n'est pas chez toi. Et donc, moi ce que je dis, c'est que déjà le premier truc à faire, RGPD est intéressant, mais il ne va pas jusqu'au bout de la logique. Jusqu'au bout de la logique, c'est dire vous avez une propriété sur les datas que vous émettez, que vous émettez volontairement, ou qui sont extraites de vous
sans que vous en soyez conscient. Et à ce moment-là, si vous avez ce droit de propriété, mais au sens vraiment juridique du terme, du coup, vous vous réappropriez tout ça, et c'est vous qui ensuite contractuellement allez pouvoir décider de l'utilisation de vos datas. Celles-là, je les donne, celles-là, je les garde, je paye en échange, celles-là, je les vends, celles-là, enfin bref, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ça, reprenons cette histoire de décider ce qu'on fait de ces datas. La décision de faire ces datas, il y a quelque part une côté allégeance à qui je donne ma data et à qui je choisis. Et c'est assez intéressant parce que si on regarde la RGDP, c'est une loi qui crée un précédent juridique intéressant, c'est que la RGDP s'applique à tout citoyen européen où qu'il soit dans le monde. C'est la première fois que l'Europe tente le coup de la loi extraterritoriale. Les États-Unis étaient les seuls à avoir osé le coup jusqu'à présent. Donc l'Europe tente le coup de la loi extraterritoriale et ça dessine du coup un monde où on prêterait allégeance à quelqu'un qui nous fournirait des règles pour réguler notre vie et notre droit, et que ça s'appliquerait en dehors de tout espace territorial, puisque les données primant sur l'individu, même si c'est ça qui te fait bondir, on se retrouverait dans ce monde d'affiliation. Est-ce que c'est quelque chose qui rentre dans la réflexion de l'e-residency ou je suis complètement à l'ouest? Non, ça rentre dans la réflexion, alors pas seulement de l'e-residency, mais de l'Estonie en général. Parce que lorsque l'Estonie a construit patiemment son administration numérique, tout de suite s'est posé la question de la protection de la vie privée, du contrôle citoyen, de l'accès aux données. Donc en Estonie, chaque citoyen sait exactement quel fonctionnaire de quelle administration a consulté à quelle de ses données personnelles. Et si on juge que cette consultation n'est pas légitime, on peut porter plainte, on peut demander pourquoi cette personne a consulté des données personnelles. Donc l'historien conserve toujours la visibilité de qui consulte les données et chaque citoyen décide que des données personnelles pourront être accessibles par une administration, par davantage d'administrations ou pas. Donc chaque personne peut crypter des données, crypter ces informations. Si on souhaite que des informations ne soient pas accessibles accessibles de l'administration des impôts, on peut le faire. Bon, ensuite il y aura quand même une demande de l'administration des impôts auprès de l'employeur, mais on n'est pas obligé, on n'est jamais totalement nu. On sait toujours qui consulte les données et on a toujours ce contrôle citoyen qui est fait. Et c'est vrai que dans beaucoup d'États, tout le monde, hors Estonie bien sûr, tout le monde est d'accord pour dire que les données sont de plus en plus importantes, qu'on en produit de plus en plus. Maintenant, même un like sur Facebook, c'est également une donnée, c'est également une information. Par contre, se pose quasiment jamais la question de la transparence et la question du rôle du citoyen derrière. Et c'est pour ça que l'Estonie essaie de réduire les risques d'accusation du syndrome Big Brother, parce que l'administration n'a jamais de vue d'ensemble sur toutes les données des citoyens. Les citoyens savent toujours qui ils le savent, par contre la donnée elle est quand même dans l'administration. Alors en fait donc l'administration concernée peut y avoir accès si j'ouvre cet accès, mais par contre en parallèle je peux décider de crypter une information auprès d'autres administrations. Par exemple, si une femme a subi un avortement, elle peut décider que l'information sera uniquement accessible par son médecin traitant et pas par d'autres administrations. Ce modèle où l'administration prend la main sur la data et la protège, est-ce que ça commence à ressembler à ton wallet ou pas? Si je comprends bien, on en avait discuté avant. Ce qui est intéressant en Estonie, c'est que si j'ai bien compris, l'administration elle-même n'a pas accès à toutes tes datas et tu es le seul à avoir la clé centralisée de l'ensemble des données, ce qui est quand même une nuance extrêmement importante. Après, je ne sais pas jusqu'où techniquement c'est possible, mais c'est-à-dire que tu es le seul à pouvoir avoir la vue d'ensemble sur toutes les datas. Ensuite, l'administration fiscale n'a que les données fiscales, l'administration de la Sécu n'a que les données de santé. J'ai bien compris. Oui, c'est ça. Donc, à partir du moment où c'est compartimentalisé, ça me paraît déjà moins grave que si l'administration avait accès à une pool de data centrale. Je vais poser la question de l'extraterritorialité. Finalement, ça va commencer à devenir bizarre si chaque ensemble, l'Estonie d'un côté sur le e-passeport, l'Europe, tu le disais, sur le RGPD, va commencer à donner des droits comme ça, et puis que tous ces droits vont rentrer en concurrence quelque part. Et finalement, la vraie question, c'est est-ce que c'est encore à l'échelle des États-nations que ce droit doit se construire ? Parce que quelque part, on pourrait imaginer quasiment qu'une entreprise... D'abord, les États-nations se comportent comme des entreprises privées, les entreprises privées comme des États-nations. Les Norvégiens ont envoyé je crois que c'est les Norvégiens qui ont envoyé un ambassadeur auprès des GAFA. Les Danois ont envoyé un ambassadeur auprès des GAFA. Et donc, ce qui se passe, c'est que maintenant, il va y avoir une concurrence où, entre finalement être citoyen d'un État et être, utilisateur d'une certaine plateforme qui elle-même te donne des droits, il va plus y avoir utilisateur actif ou passif. Comment ? Utilisateur que tu peux être actif ou passif. Oui, mais ça c'est pareil dans un État. C'est pareil dans un État. Tu peux être. Et donc, si on dit que code is law,
Si la blockchain te permet d'avoir aussi, comme sur la monnaie, des processus qui sortent complètement des États-nations et où ce sont des communautés qui s'auto-organisent et qui gèrent leur propre gouvernance, du coup tu vas avoir une superposition en fait de systèmes de droit qui va dépendre du système auquel chacun a adhéré, Estonie, RGPD, etc. Mais pourquoi le limiter aux citoyens européens, par exemple? Pourquoi est-ce qu'un citoyen australien ne pourrait pas dire « moi je veux être protégé par le RGPD, j'adhère à cet ensemble-là et donc je deviens européen ou RGPD européen », tu vois? Et donc il va y avoir comme ça des strates d'appartenance et une espèce de compétition, de superposition de systèmes juridiques qui est à la fois hyper complexe à gérer, je ne sais pas comment ça va se faire, mais où clairement c'est plus... Puis la question c'est qui est le tribunal de référence, parce que après il peut y avoir de l'arbitrage. Mais comment tu fais l'arbitrage? Et aujourd'hui l'arbitrage, la seule raison qui permettait aux États-Unis d'avoir une extraterritorialité de leur loi, c'est que on a la plus grosse armée. Oui, c'est ça. Fin de la discussion. Oui. Et donc la question c'est aujourd'hui comment on arbitre et auprès de qui on arbitre? Chaque système met en place ses propres gouvernances. Si on pense au Bitcoin par exemple, c'est grosso modo c'est bien géré par l'ensemble de la communauté. Il n'y a pas eu de besoin pour le moment de faire des appels ou des procès. Mais je suis d'accord qu'on entre dans un je peux pas j'ai pas la réponse à tout. Je vois juste la tension qui apparaît entre un système fondé sur un territoire et un État-nation qui est complètement explosé par les nouveaux modes d'appartenance, y compris juridique. Voilà. L'idée du premier residency est totalement là-dedans. L'idée, c'est qu'en fait, l'Estonie s'est posé la question, pourquoi un État devrait-il fournir ses services uniquement à ses citoyens ou ses résidents et pas également à n'importe qui de n'importe où dans le monde qui pourra en avoir le besoin. Donc des personnes conservent leur nationalité, je peux être français, mais à côté, si je considère que l'administration estonienne est particulièrement efficace, je peux devenir e-résident et utiliser l'administration estonienne pour créer mon entreprise, pour utiliser la signature numérique, parce que l'Estonie est une administration totalement sans papier, on utilise uniquement la signature numérique. Et voilà, donc l'Estonie en tant qu'État se conçoit également comme un service qui peut être proposé à des citoyens de partout dans le monde. C'est pas une espèce d'utopie libérale de se dire que en fait tu vas adhérer à un État parce que tu le trouves efficace, que tu aimes ses lois. C'est exactement ce que Nozick appelle l'utopie des utopies. L'utopie des utopies, c'est quand chacun peut créer sa propre utopie. Et le seul rôle du gouvernement central, c'est de s'assurer qu'elles coexistent pacifiquement les unes avec les autres et que tu n'es jamais opprimé par aucune d'entre elles. C'est-à-dire que tu peux toujours en sortir pour choisir, pour arbitrer, pour aller là où ça te convient le mieux. Voilà. Et du coup, ça peut se faire de manière complètement horizontale, indépendamment de l'appartenance à un État territorial. C'est la même logique lorsque des pays ont des programmes, des start-up visa ou visa entrepreneurs, etc., où ils essaient d'attirer des entrepreneurs étrangers sur leur territoire. C'est juste que nous, la différence, c'est qu'on ne les fait pas venir physiquement et les personnes peuvent continuer à rester chez eux, continuer à payer des impôts de leur pays également. Juste, ils ont en plus accès à des services numériques, parce que l'administration estonienne est numérique. Mais les États se font toujours concurrence pour attirer des cerveaux, pour attirer des travailleurs. Il y a toujours une demande, une volonté d'attirer du monde. Donc c'est quelque chose qui est pas tout à fait nouveau. Juste ce qui est ajouté là en l'occurrence par Estonie, par le premier residency, c'est que tout peut se faire de façon numérique. Pas besoin de se déplacer, pas besoin de voyager, rien. Ça c'est une idée de qualité de service, mais c'est intéressant parce que ça permet de sortir l'État de son territoire. On parlait du GAFA qui commence à se comporter comme des États, puisqu'en fait, ils eux-mêmes proposent en fait un modèle sociétal. On parle des données. Aujourd'hui, les gens sont très naïfs en fait vis-à-vis de leurs données. Ce qui se passe, c'est tu t'inscris à Facebook, tu joues avec, et la question de ce que tu fais de tes données, de l'état de ta relation, de ce que tu achètes, de pourquoi et dans quel cadre, en fait, passe au-dessus de beaucoup de gens. Tu défends un modèle où les gens devraient avoir le contrôle de leurs données. La question c'est est-ce que les gens sont prêts à contrôler leurs données? Est-ce qu'ils ont compris qu'ils en produisaient? Il y a un type qui a, son nom m'échappe tout d'un coup, mais qui a vendu sur eBay toutes ses données Facebook. Il a dit voilà, tous les posts que j'ai fait depuis 10 ans, toutes mes images, toutes les photos de moi, tout ça, toutes les photos de barbecue, tous les trucs complètement inintéressants, je les mets en vente. Il y a eu une enchère sur eBay, il avait mis en vente pour $1, c'est fini à $400 quand même. Et il a dit puisque Facebook de toute façon revend mes données, autant que je le fasse moi directement, comme ça c'est moi qui en touche les fruits. Et ça a été ensuite interdit et la transaction n'a pas pu se conclure parce que eBay a dit mais non c'est illégal parce que vous avez cliqué sur des terms and conditions chez Facebook qui fait que c'est eux qui ont en fait la propriété quelque part de vos datas. Et donc ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui il y a des activistes qui prennent conscience de cet état de fait et qui font ce genre d'action
pour démontrer, pour faire prendre conscience aux gens que leurs data ont de la valeur, que c'est eux qui les ont produites et qu'ils devraient en être les propriétaires légaux. Ensuite, je pense que c'est le droit qui va, à partir du moment où tu as des activistes qui poussent, le droit va basculer un jour. Mais alors, du coup, toi, tu défends que les datas doivent être dans la propriété légale des gens. Oui. Les datas personnelles que tu émets doivent être ta propriété, comme ta voiture, comme ta maison, comme voilà, doit être un objet de propriété, oui, mais comme la propriété intellectuelle. Comme la data fait partie de ton identité, oui. Est-ce que, par exemple, dans le droit, le corps est un bien non patrimonial? C'est une excellente question. Donc deux choses là-dessus, parce que est-ce qu'on peut peut-être faire un point rapide, parce que du coup, toi, tu sais ce que ça veut dire. Donc le fait que le corps soit un bien non patrimonial veut dire que ton corps ne t'appartient pas. Et ça paraît très bizarre la première fois que tu le dis, mais en fait, ça a un certain nombre d'implications logiques, qui sont par exemple, tu n'as pas le droit de vendre un rein, parce que comme le corps est un bien non patrimonial, c'est illégal de vendre un rein. Ça me paraissait bien de faire le point, parce que du coup, ça... Mais tu peux vendre tes cheveux, par exemple. Toi, tu peux vendre ta barbe. Oui, mais je sais pas comment c'est d'ailleurs formulé dans la loi. Si, c'est explicite, il y a des sites de vente de cheveux en France. Il y a une exception. Voilà, mais oui, mais pourquoi? Parce que le cheveu est reproductible. Voilà. Parce que le cheveu est reproductible. Parce que tu as le droit de vendre tes sécrétions et non pas les choses non reproductibles. Mais tu n'as pas le droit de vendre le sang. Aux États-Unis, tu peux. Mais bon, c'est une question c'est une excellente question. Et c'est effectivement l'objection la plus métaphysique ou la plus profonde à l'idée de la vente des datas. Bon. Cette objection repose quand même sur un déni économique, puisque aujourd'hui ces datas sont de toute façon dans le commerce. Donc si tu vas jusqu'au bout du raisonnement, tu interdis à Facebook de faire de la pub et tu tues Facebook, si tu vas jusqu'au bout du raisonnement. Parce qu'aujourd'hui tes données personnelles ont été mises dans le commerce par Facebook, qui les agrège et qui ensuite, cette agrégation, elle est soumise au droit de propriété intellectuelle. Note qu'il y a un trafic d'organes qui existe, pour autant... oui, non mais ce que je veux dire, c'est que les implications de ce que tu viens de dire, c'est d'interdire Facebook aujourd'hui. Je dis juste ça. Donc, et que finalement, puisqu'elles sont aujourd'hui déjà dans le commerce, quelque part, il faut dire il faut rapatrier la valeur à celui qui en est le producteur. D'autre part, il y a des juristes, notamment ceux avec qui je travaille, qui expliquent que la donnée peut être considérée comme un bien extérieur à la personne. Enfin bon, ça c'est un débat juridique. Mais moi, je vais prendre l'objection de fond et de la prendre au sérieux sur le corps est non patrimonial, alors la data est l'extension de soi-même, donc la data est indisponible et ne peut être objet de commerce. C'est ça la question que tu poses. Et la réponse libertarienne à ça, c'est de dire qu'il faut effectivement, à un moment donné, sortir de la fiction juridique de l'indisponibilité de soi, sujet de droit, de la distinction romaine entre le sujet et les choses, et considérer qu'on est propriétaire de soi-même. C'est ce que font les libertariens depuis les années 70 en parlant de la self-ownership. Selon moi, le fait qu'il n'y ait pas aujourd'hui de propriété de soi est un reliquat théologique, car la propriété de soi, c'est quelque chose qui a été décrié qui a été par saint Paul. L'épître aux Corinthiens, Dieu est en moi, je suis en Dieu, et donc je ne m'appartiens pas. Mon corps appartient à Dieu et mon corps lui sera rendu. Et c'est de là que ça vient, cette idée qu'on n'est pas propriétaire de soi-même. Parce que, in fine, mon corps appartient à celui qui est mon créateur. Et c'est pour ça que Pie XII disait, par exemple, je ne suis que l'usufruitier de mon propre corps. Et selon moi, la notion de dignité humaine aujourd'hui, qui fait jurisprudence partout, est la déclinaison sécularisée de l'idée théologique selon laquelle il y a une instance supérieure qui peut décider des usages de mon propre corps, y compris par exemple sur des sujets comme la prostitution et autres. Et je pense que la logique effectivement libérale, la première qui a été posée par Locke dans le second traité du gouvernement civil, est de dire « I own myself ». C'est un truc hyper fort en fait. C'est un truc hyper fort parce que c'est le truc le plus, pour moi, c'est l'aboutissement de la logique de l'immanence. Si vraiment tu refuses toute transcendance, si vraiment tu considères que l'individu est quelque chose qui doit se suffire à lui-même, alors tu admets cette idée de propriété de soi, mais qui est une idée libératrice. Par exemple, si on sait que les anti-esclavagistes du 19e siècle luttaient contre l'esclavage au nom de la propriété de soi, parce que si je suis propriétaire de moi-même, je ne peux pas être la propriété de quelqu'un d'autre. Donc pour moi, c'est quelque chose de très progressiste. Et aujourd'hui, on va être obligé de se poser cette question parce que le principe d'indisponibilité du corps vient buter contre le principe de la brevetabilité du vivant. Et avec les biotech, qui prennent absolument tout ce qui est dans notre corps pour le transformer de manière absolument vertigineuse, la question de savoir à qui tout ça appartient est très 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 criante. Il y a eu un procès aux États-Unis d'un type qui s'était fait prendre, qui avait été opéré d'une maladie assez grave, plus que c'était, qui s'appelait John Moore dans les années 80, et les médecins avaient trouvé que certaines de ces cellules avaient une propriété exceptionnelle, avaient pris ces cellules, on avait fait une lignée cellulaire qu'ils avaient vendue $1 million à un labo pharmaceutique.
Le mec, s'en apercevant, ayant survécu, dit mais attendez, moi j'ai rien touché, c'est à moi. Et il y a eu toute une jurisprudence de la Cour suprême de Californie qui finit par trancher au bout de 10 ans que non, ça ne lui appartient pas, sur des arguments qui sont essentiellement des arguments moraux. Et donc cette question-là de la propriété de soi est la question du 21e siècle, à la fois sur le transhumanisme, la bioéthique, les biotech et les data. Oui, parce que du coup, les data peuvent quelque part finir par représenter la conscience. Et du coup, logiquement, les data étant l'émanation de soi, mais si le soi est considéré comme quelque chose de patrimonial, à ce moment-là, il n'y a plus de problème. C'est effectivement un sujet extrêmement intéressant pour lequel, en plus, on retrouve des clivages politiques. Donc c'est vraiment passionnant parce que effectivement, c'est la vision libérale. À côté de ça, il y a d'autres penseurs, notamment, je pense à Yevgeny Morozov, qui a une vision clairement socialiste de cette question des données, et qui prône une socialisation, une collectivisation des données, et qu'ensuite ce soit les États qui récoltent de l'argent auprès des GAFA et qui redistribuent ensuite en fonction de la masse de données récupérées. C'était qui Yevgeny Morozov. Ah oui, Morozov, bien sûr. Mais du coup, l'émanation de la collectivité et du bien social, avec cette notion de bien collectif et de bien social, qui du coup vient substituer, enfin le bien du groupe venant substituer parfois au bien personnel, mais qui du coup est nécessairement en contradiction. C'est fascinant de voir que sur la question des data, les lignes de philosophie politique classique en fait réapparaissent, avec les socialistes qui veulent taxer les GAFA, redistribuer la valeur, les libéraux qui veulent que ça soit contractuel, les souverainistes qui veulent que ce soit l'État qui rassemble toutes les données, la souveraineté numérique, les sociodémocrates qui veulent donner des droits et obligations. Donc on a toutes les... Et même maintenant les anarcho-syndicalistes à la Glenn Whale qui veulent considérer la data comme du labour. C'est un vrai champ d'expérimentation politique et qui va permettre aux geeks d'aller défendre, sachant qu'en plus on a souvent, et notamment via la blockchain et les différents modèles qu'elle permet, on peut rematérialiser dans des blockchains des expériences politiques et ainsi voir une évolution réelle dans des cadres contraints pertinents, puisqu'on peut encoder une gouvernance dans une blockchain. Tout à fait, ouais. C'est des choses que vous commencez à faire chez Génération Libre, la potentialité de se dire on va aller jusqu'à coder des modèles de gouvernance, les appliquer sur un modèle et voir quelles vont en être leurs applications. Non, on s'était dit qu'il faudrait émettre notre propre monnaie pour être un peu à la mode, quoi. Faire une ICO Génération Libre en émettant le Génération Libre Coin. Mais c'était pour l'an dernier ça. Ah oui, c'est fini, là, c'est fini, ouais. C'était plus cool que d'être membre, tu vois, c'est un peu tradi. Mais non, on n'en est pas encore là, mais c'est vrai que nous, la blockchain est forcément quelque chose qui nous attire énormément, parce qu'on se passe de l'État comme tiers de confiance sur des choses aussi essentielles que la production de monnaie ou le cadastre. Et quand l'État n'a plus le monopole de la production de monnaie ou de l'authentification de la propriété, honnêtement, il ne lui reste plus grand-chose. Donc, ça veut dire que les citoyens, dans la blockchain, sont jugés assez... en tout cas, ont la capacité technique d'autocontrôler et d'établir eux-mêmes leurs propres lois, code is law, sans avoir besoin d'une instance de validation. Et ça, c'est quand même extrêmement fort pour nous. Extrêmement, et ça donne énormément de pouvoir à l'individu, logiquement. Et ça redécentralise l'Internet, d'ailleurs. C'est tout l'enjeu, en fait, de ma question suivante, qui est aujourd'hui l'hégémonie états-unienne sur Internet et ses grands réseaux, ses grands entrepôts de données et ces entrepôts de numérisation inquiètent de plus en plus les Européens. Beaucoup les politiques, on sent notamment au sein de la Commission des choses comme la GDPR sont clairement des résultantes de cette angoisse qui pointe, surtout que de l'autre côté les États-Unis affirment très clairement avec des choses comme le Cloud Act leur hégémonie en disant clairement il n'y a pas de discussion là-dessus, on vous l'a dit, à partir du moment où il y a un bout de truc qui nous permet d'affirmer que le serveur est américain, qu'il soit ou pas aux États-Unis, on lira les données et on s'en fout. Et en plus là-dessus ils sont très souverainistes puisque c'est très étatique. Quel regard vous avez sur la lutte en fait entre la vieille Europe qui, pour finir, cet allié américain commence à devenir encombrant sur cette notion-là? Est-ce qu'il y a une lutte qui va reprendre et on voit la tension est telle, la lutte économique, on en parlait cette semaine, c'est les prix de douane sur l'acier, c'est aussi cette confrontation de pour finir est-on tant que ça allié aux États-Unis? Ouais, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement les batailles entre États, c'est qu'est-ce que devient le citoyen là-dedans. Et donc, quelque part, si on trouve les moyens de redécentraliser toute cette production, toute la valeur de la data,
qu'on donne les moyens aux gens de se les réapproprier, y compris les moyens techniques. Il y a des initiatives pour avoir les wallets de data personnelle. À ce moment-là, on s'en fichera quelque part que le serveur soit aux États-Unis ou en Europe, à partir du moment où on aura techniquement la possibilité de les contrôler. Donc, est-ce que c'est vraiment la guerre entre États qui est encore intéressante, ou est-ce que ce qui est intéressant, c'est développer les moyens techniques pour que, par rapport aux compagnies où qu'elles soient basées, les citoyens numériques, si je puis dire, aient la possibilité de reprendre le contrôle. Mais aujourd'hui, comment on impose un wallet dans un environnement? Tu l'imposes en le faisant. La tech pousse le droit. Il y a des boîtes tech qui essayent ça. Il y a plein de boîtes de wallet qui sont en train de surgir. À un moment donné, elles vont mettre en place, c'est-à-dire le Bitcoin, il est apparu sans qu'aucun État ne puisse le contrôler ni le réguler. Et c'est très bien. Ouais, et c'est tout l'enjeu justement de l'émergence de la technologie blockchain. En fait, et lorsqu'on écoute des promoteurs tels que Vitalik Buterin, donc les fondateurs de Ethereum, ils voient vraiment le développement, donc bien sûr des crypto-monnaies, mais de la technologie blockchain en général, comme un instrument de libération pour les individus, pour que les gens reprennent un petit peu le contrôle non seulement de leurs données, mais également de leurs activités économiques. Donc oui, les États-Unis sont totalement leaders lorsqu'on pense aux GAFA, lorsqu'on pense aux grandes entreprises du numérique. Par contre, dans tout le domaine sur la blockchain, sur toute la crypto-économie, là on se rend compte que c'est beaucoup plus réparti à l'échelle du monde. Énormément de citoyens chinois peuvent coder également. Il y a d'autres États qui eux prennent le lead sur les transactions en matière de crypto-monnaie. Donc on va quand même assister, et c'est la tendance au niveau numérique, on va vers un numérique de plus en plus décentralisé, mais parce que le monde lui-même devient de plus en plus décentralisé, parce qu'il y a un accès à l'information, il y a un accès aux compétences techniques, il y a un accès à l'éducation qui font que les différences de nationalité sont de moins en moins pertinentes à l'heure d'un numérique de plus en plus décentralisé. Donc chacun peut en soi, s'il est bien formé, s'il a l'éducation, etc., peut lui-même en fait prendre le contrôle de ses propres activités numériques. Et ça, ce qui est beau justement dans la technologie blockchain, c'est ce côté décentralisé. Ça suit une tendance qui est à l'œuvre dans le monde et pas uniquement au niveau numérique. Mais du coup, on se retrouve avec des gens qui doivent être extrêmement éduqués pour être capable de prendre ça. Est-ce que c'est pas utopique d'imaginer un niveau d'éducation tel à court terme, alors que la réalité numérique elle est aujourd'hui? C'est un peu la logique paternaliste, on se retrouve dans les rapports du Conseil d'État. Surtout ne donnez pas aux gens la propriété de leurs données, parce que Dieu sait ce qu'ils vont faire avec, ils sont trop cons, ils vont faire n'importe quoi. Bon, moi, le pari de base, c'est que l'individu est le mieux à même de déterminer ses propres besoins. Et ça vaut pour le revenu universel comme pour les datas. Et ça, c'est vraiment un pari fondamental. Et je pense que c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que plus on lui donne de pouvoir, plus il va l'utiliser de manière rationnelle, plus on l'infantilise, plus il va se comporter de manière aberrante. Quelle potentialité d'expérimentation aujourd'hui vous avez pu lancer sur cette notion de posséder sa donnée et de pouvoir s'en servir? Vous avez pu lancer des expérimentations intéressantes? Alors, d'abord, il y a beaucoup on nous a pas attendu, c'est-à-dire qu'il y a énormément de boîtes, encore une fois, qui font de la monétisation de la data de manière plus ou moins. Mais moi, Ensuite, là, ce qu'on a lancé, c'est une expérimentation purement économique, c'est-à-dire qu'on travaille à un nouveau rapport avec des économistes de Toulouse School of Economics pour mesurer le prix de la data, notamment en faisant des expérimentations comme les économistes font. Je connais pas les détails, mais enfin, ils mettent des gens dans des salles et ils font réapparaître des logiques de marché pour comprendre qui est prêt à payer quoi et combien. Donc ça, on est en train de le faire. Donc je n'ai pas encore les résultats de l'étude, et on va essayer de résoudre la question combien ça vaut et pour quelle catégorie de data, aussi en s'appuyant sur ce qui existe déjà, c'est-à-dire le prix de la pub, le prix du clic pour Facebook ou d'autres. Mais maintenant, c'est un sujet qui est discuté partout dans le monde. Il y a les États-Unis et l'Europe sur le plan législatif sont au même niveau, et la Chine, alors là, évidemment, il n'y a pas de dessous de propriété des données en Chine. Donc c'est un sujet qui monte. Encore une fois, les États-Unis, Glenn Weil et Jaron Lanier sont en train de le faire émerger comme un débat majeur. Voilà, je pense qu'on est au début de quelque chose qui va advenir un jour ou l'autre. Est-ce que l'arrivée, dans ces cas-là, d'un revenu pouvant être tiré de la data, conjugué au revenu universel, pousse pas vers une sorte de flux de revenus calculé avec des minimums et une suite de calculs qui permettrait un revenu global d'un humain étant en train de vivre? Est-ce que ça repose pas complètement la question fondamentale de notre société, qui est complètement basée sur le travail? Ça, c'est une question indépendante de la data. C'est-à-dire que nous, on remet la data dans les choix de consommation. Ensuite, dans un système patrimonial de la data, tu peux toucher de l'argent en vendant des data, ou en vendant l'accès aux data, ou en cédant le droit sur les data, mais tu peux aussi toi-même dépenser de l'argent pour récupérer de la vie privée quelque part.
Donc tu peux aussi payer toi pour ne pas partager la data. Tu peux faire exactement l'inverse. Donc ce que je veux dire, c'est que tu es dans un choix, un arbitrage de consommation où certains vont choisir de toucher, d'autres vont choisir de payer. Donc bon. Alors après, la vraie question sur la valeur travail, c'est le revenu universel que je pense un peu, donc du coup que je distinguerai. Et le revenu universel clairement fait l'hypothèse que, en tout cas, assume le fait que le travail n'a plus à être la valeur architectonique sur laquelle la société est fondée, que chacun doit avoir le droit du travail ou du non-travail, c'est-à-dire de survivre, en tout cas de satisfaire ses besoins de base dignement sans travail, de manière à ce que quelque part le travail reprenne une valeur aussi. C'est-à-dire quand le travail n'est plus entre guillemets forcé pour survivre, quand le travail devient purement volontaire, du coup il peut se décliner en activité rémunérée ou non rémunérée. C'est-à-dire tu peux faire des choses, tu peux panacher davantage ton existence pour faire des trucs comme je fais moi. Il y a des trucs que je fais pour gagner un peu d'argent, il y a des trucs que je fais de manière complètement bénévole. Enfin, tu peux faire ça de manière beaucoup plus souple. Et en effet, tu assumes le fait que le but de la société, c'est de rendre l'individu le plus libre possible, indépendamment même de l'optimisation de la valeur pour le groupe. Peut-être qu'une société sans revenu universel où on force les gens à travailler, une société qui va être plus productive, avec plus de croissance, mais est-ce que c'est ça le but ? Non, c'est effectivement une réflexion extrêmement intéressante, parce que en même temps l'évolution de l'économie, l'évolution du monde fait que ce type de questions pouvait pas être pensé auparavant. Et oui, peut-être qu'on va avoir des revenus grâce aux données, peut-être qu'on va avoir des revenus parce que des États vont débloquer des fonds, vont recevoir eux-mêmes des revenus par d'autres façons, soit en modifiant leur façon de travailler, soit en redéfinissant leur propre mission. Mais effectivement, l'idée derrière tout ça est la même. C'est comment on fait en sorte que les individus puissent bénéficier des mêmes outils pour pouvoir se réaliser leurs projets, se réaliser en tant qu'individu. Donc la question, c'est vraiment celle de l'émancipation de chaque individu et du rôle de l'État qui doit être de donner aux individus ces outils pour l'émancipation. Alors du coup, l'ensemble des questions qu'on vient de se poser qui entraînent une mutation sociétale, comme toute période de grand changement, est une période d'opportunité entrepreneuriale, puisque c'est des secteurs dans lesquels on va pouvoir inventer, on va pouvoir structurer, ouais. Et en fait cette mutation notamment étatique va donner le champ à l'ouverture de marchés, puisque du coup l'état disparaissant de certains marchés va bien, ça ouvre des marchés. De façon complètement paradoxale, nous de façon complètement étatique, nous avons créé un programme qui s'appelle Maya Mater. Donc le nom est en latin, c'est la déesse de la croissance par la sève. Le nom est en latin, c'est pour bien dire qu'on est là pour créer quelque chose d'intello et pas on n'est pas là pour faire du marketing en rapide, quoi. Maya Mater est un programme qui a été financé de façon publique par Nantes, par Saint-Nazaire et par la région, et qui nous permet de donner l'opportunité à des gens jeunes de créer des boîtes. Donc on prend que des primo-entrepreneurs en études ou en toute fin d'études, si possible de la deep tech, si possible des gens qui ont une vision technique. On prend des doers, donc soit des designers, soit des développeurs, mais on prend des gens dont fondamentalement ils ont une capacité de production en eux-mêmes. Et on leur permet de créer leur boîte en leur permettant de s'abstraindre complètement des contraintes normales, vu qu'on leur offre un lieu où dormir, on leur donne à manger, on leur offre des mentors, on leur crée des opportunités de networking et on leur fournit ça. D'abord, est-ce que ça vous semble être le rôle d'un État ? Est-ce que ça vous semble être un rôle intéressant de constituer ce genre de programme ? Ou est-ce que selon vous, c'est quelque chose qui est en fait une maldonne artificielle ? Et puis ensuite, on verra l'autre question après, parce que j'ai déjà beaucoup de questions. Bon, ouais, on a fait des rapports contre la BPI. On considère que quand même, peut-être c'est le rôle d'un État d'aller pallier les failles de marché sur l'innovation scientifique de pointe, la recherche contre le cancer ou je ne sais quoi, que pour ce qui est de l'entrepreneuriat pur et dur, quelque part un vrai entrepreneur, un entrepreneur qui sait vraiment ce qu'il veut, il va le faire quoi qu'il arrive, et quelles que soient la difficulté des conditions matérielles, et que par ailleurs, ça a aussi un côté, si tu veux, tout le financement public des startups aujourd'hui qui est quand même massif en France, crée aussi des effets pervers. Parce que d'abord, ça a un effet d'éviction sur les fonds privés, et qu'ensuite, ça nationalise un petit peu l'environnement de la tech. Hein. C'est la French Tech qui est transportée de ministère en ministère, ils sont sur les estrades, ils font coucou, ils sont amenés en Las Vegas en avion présidentiel. Je trouve ça très sain. Parce qu'il y a un monopole culturel aussi maintenant de l'État sur la tech, comme si finalement on est en train de privatiser ce qui reste des grandes industries,
mais qu'on reproduit exactement la même logique sur l'industrie naissante et ça va poser exactement les mêmes problèmes. Alors c'est vrai qu'il y a un problème de financement. Alors, nous, il est à noter qu'on ne prend pas de part et que c'est gratuit. C'est-à-dire que c'est un don seul, que c'est limité dans le temps, que ça permet juste à des gens qui n'ont vraiment pas le moyen de bootstrapper et qu'on ne veut pas de contrepartie. Notre seule contrepartie, c'est de créer un tissu local qualitatif ou un tissu de gens qui connaissent notre chez nous qualitatif, puisqu'on pique en fait les projets des autres. Hein. On fait ce que tout le monde veut faire, c'est-à-dire qu'on essaye, nous, à fond, d'aller voler les entrepreneurs compétents d'ailleurs. C'est comme la BPI qui fait des pubs, entrepreneurs venez à nous. Je veux dire, mais c'est pas le rôle d'une boîte publique de te faire concurrence à l'écosystème privé en disant venez chez nous. C'est son rôle d'aller là où il y a une faille, là où le privé n'a pas réussi à aller, dans des conditions très définies. Je serais quand même en désaccord là-dessus. Je pense quand même que l'État, via ce type d'initiative, peut également corriger certaines inégalités et l'État peut... bien sûr, l'État peut quand même justement soutenir cette initiative, parfois en donnant des fonds, parfois en donnant des locaux, parfois ne serait-ce que en fréquentant d'autres communautés, notamment les communautés des entrepreneurs, notamment les communautés des freelanceurs. Ça apporte également beaucoup aux fonctionnaires de l'État que de s'ouvrir à d'autres communautés qu'ils ne fréquentent pas en général. Donc toutes les initiatives qui permettent de multiplier les passerelles sont assez utiles. Donc la représentation, c'est opéré de façon privée. Après, notre objectif à nous, il est essentiellement de constituer du réseau. Après, c'est gratuit, c'est financé par l'État. Moi, je suis d'accord sur cette distorsion de concurrence qui crée une éviction du marché. Après, le problème du marché, c'est que des fois, il n'est pas structuré pour être capable de jongler avec une rentabilité. Mais si tu veux, c'est vrai, mais quelque part, quelle est la conséquence et quelle est la cause? Parce qu'on peut se dire, comme vous avez étouffé le financement du private equity par toutes sortes de régulations qu'on peut contester, du coup derrière, vous créez des institutions publiques pour pallier aux problèmes que vous avez vous-même fait constituer. C'est pour ça que nous on le limite dans le temps avec une vision éducative. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que le financement, parce que finalement un financement où tu payes à bouffer et à dormir à des gens, il n'est pas monumental. Et en fait ce que tu fais, nous ce qu'on veut c'est juste faire gagner du temps à des gens qui sont très jeunes et qui ont un problème d'insertion dans du réseau et qui ne sont pas dans une vision entrepreneur. Aujourd'hui un mec qui sort d'un labo de recherche, ce qu'on lui présente comme seule alternative, c'est de devenir chercheur. Notre vision elle est de dire, est-ce qu'on ne peut pas lui présenter une autre alternative et peut-être qu'on peut lui donner le goût du risque. Parce que le problème c'est ce que tu disais sur l'entrepreneur qui arrivera toujours. Moi je suis connu dans le milieu entrepreneurial, je suis connu pour être un mec très résilient. C'est-à-dire que tu peux toujours essayer de me tuer, je suis pire qu'un cafard. Je reviendrai toujours, tu vois. Mais je pense pas que je sois unique et je ne suis pas sûr que ce soit la seule façon d'être. Et je ne suis pas sûr que ce soit sain par ailleurs que tous les entrepreneurs soient comme ça, parce que ça crée un phénomène d'uniformité philosophique de leur façon d'agir qui va empêcher certains types d'innovation ou de services d'arriver à leur plein potentiel et alors qu'on pourrait imaginer d'autres façons d'être entrepreneur. Et par ailleurs, les bonnes idées ne suffisent pas toujours lorsqu'on est entrepreneur. Il faut aussi avoir accès parfois à un réseau, il faut avoir accès aussi à des formations, à du capital, et peut-être que l'État, via certaines initiatives, peut aider. De façon temporaire, bien sûr. Ensuite, j'imagine que chacun est libre, et là, les bonnes idées survivent et les autres non. À Nantes, on a une... J'ai été très frappé en fait quand j'étais jeune. À Nantes, on a une compagnie de théâtre de rue qui s'appelle Royal Deluxe. C'est eux qui font les gros géants. Et en fait, c'est une compagnie qui a subi un schisme. Ici, vous êtes à la compagnie des machines de livres. Et donc, il y a un éléphant. Et l'éléphant, il est là tout le temps. C'est une attraction. Et en fait, à la base, il y avait le mec qui a créé l'éléphant dans la compagnie de Royal Deluxe et l'artiste, Corcou, qui lui créait les spectacles. Et Corcou, c'est quelqu'un qui explique « Je ne créerai pas de structure pérenne, car l'art doit être éphémère ». Et il était même... Enfin, lui, tant qu'il a réussi à faire en sorte que les spectacles de rue, donc le mec te baladait des géants de 30 mètres de haut dans la rue, n'était jamais annoncé. C'est-à-dire qu'un jour, le géant était dans la rue. Et il voyait comment les gens interagissaient avec. Ouais. Et il considérait que ça faisait partie de l'œuvre. Il se trouve que 700 000 personnes sans service de sécurité, à la mairie, ils ont fini par tiquer. Mais intéressant quand même. Bah oui, et j'ai trouvé que l'éphémère était intéressant. Et je pense que l'un des gros problèmes qu'on a dans les structures publiques, c'est que toute structure qui est constituée finit par passer un temps non négligeable à s'assurer de sa propre survie.
Et c'est une des choses qu'on a neutralisées dans MyAnator notamment, parce que autant les postes d'argent sont fléchés, autant les gens qui exécutent MyAnator ont une durée d'expiration au moment où ils prennent le poste. C'est-à-dire qu'au moment où les gens prennent le poste, CDD, je leur annonce que la fin de leur contrat, en leur expliquant clairement qu'ils sont là de façon transitoire et que c'est pour ça qu'ils sont frais et jeunes. Donc j'essaye de trouver une parade, si tu veux, à la fonctionnalisation latente de toute personne qui se retrouve perfusée à l'argent public. C'est bien d'avoir vu l'écueil, de toute façon. Que penses-tu de cette parade ? Regardez, moi je serais ravi d'aller passer plus de temps dans ton association. Tu seras très bienvenu. Nous te faisons venir dans notre magnifique... c'est une ancienne caserne à Nantes, et nous avons un endroit à Saint-Nazaire qui s'appelle le Petit Maroc, et si vous avez du temps dans l'été, n'hésitez pas à nous dire, on vous invitera, et ça, je pense que ça peut être un moment très intéressant parce qu'on a des jeunes qui sont bien. Avant qu'on se quitte, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux gens qui veulent construire ce futur sociétal ? Est-ce que vous avez chacun une idée, un conseil, un truc à aller chercher, ou un point de vigilance, un message pour des gens qui voudraient construire le futur ? Se méfier des conseils. Ça a l'air assez banal, mais surtout ne pas avoir peur de l'échec, hein, parce que c'est vrai que c'est ce qui bloque, cette peur de l'échec, c'est ce qui bloque beaucoup de sociétés, c'est ce qui bloque la mobilité, qu'elle soit géographique ou qu'elle soit sociale, et commencer par ne pas avoir peur de l'échec, c'est déjà un premier pas vers le succès. Je vais développer quand même se méfier des conseils, hein, parce que je repense au passage de Schumpeter sur l'entrepreneur, où il dit l'entrepreneur c'est quelqu'un qui va à rebours de la norme sociale. C'est quelqu'un qui se fait des ennemis, c'est quelqu'un qui peut être mégalo, finalement ça peut être quelqu'un de dangereux quasiment pour l'ordre établi. Et aujourd'hui on a quand même tendance à remettre l'entrepreneur dans le bien commun, c'est celui qui est responsable socialement, civiquement, etc. Qui est finalement un peu, je pense, un peu dangereux et un peu paradoxal. L'entrepreneur, il n'est pas forcément celui qui va vraiment casser le code. Au début, il va toujours être considéré comme un espèce d'irresponsable dangereux pour la société. Et donc il ne faut pas trop se méfier du moule responsabilité sociale, bien commun, etc. Parce que ça peut aussi, briser des vocations. Je me souviens, j'avais eu cette discussion-là, parce qu'on m'avait dit, mais c'est des gens comme vous qu'il faudrait pour gérer... Je parlais avec des profs, avec des amis qui sont profs dans l'éducation nationale, ils me disaient, des gens comme vous qu'il faudrait pour gérer l'éducation nationale. Je leur ai dit, non, je pense pas. En fait, t'imagines pas combien on est des grands fous. Moi, j'ai une nouvelle idée, je la teste, tu vois. Mais là, on parle de gérer les gamins des gens. C'est peut-être bien, des fois, d'être conservateur. Et c'est pas ma philosophie de vie. Et peut-être qu'effectivement, je pense pas que l'entrepreneur soit le prototype, effectivement, de la personne à mettre en face de toute solution. C'est des gens dangereux, parfois. Oui, heureusement. Et il faut les réguler. C'est pour ça que parfois, il y a des organismes de régulation. L'interview précédente, on parlait des nouveaux systèmes bancaires, et où on expliquait que dans le nouveau système bancaire, on avait créé des statuts, tu vois, les établissements de paiement qui permettent de créer plein de services financiers pour une bagatelle, c'est-à-dire une trentaine de millions d'euros. Aujourd'hui, tu peux lancer une pseudo-banque, ce qui est très peu cher si tu veux comparé à lancer une vraie banque. Ça reste 30 millions d'euros, mais c'est pas très cher en fait pour lancer une pseudo-banque. Et on disait ça c'est possible parce que l'organisme de régulation a libéré, et en même temps a quand même fait en sorte que tu aies un certain nombre de règles à respecter pour garantir la sécurité du dépôt. Ouais, les institutions de paiement ont quand même une certaine régulation, et donc c'est pas non plus la jungle. Et c'est vrai que parfois les grandes banques ont tendance à dire que toutes les fintech sont beaucoup moins régulées et pas très fiables, alors que c'est une régulation différente. Il n'y a pas de licence bancaire, par contre c'est des institutions de paiement, donc elles sont également assez sérieuses. Mais si tu veux, ça on pourrait en parler longuement, parce que mon raisonnement il peut se répliquer à ce domaine-là. Par exemple, dans les fintech aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que dans des boîtes qui font par exemple l'intermédiation de crédit, où celui qui prête l'argent directement à une certaine boîte, si la boîte fait faillite, il perd son argent. Ce qui est finalement hyper sain, parce que c'est quasiment le principe fondateur du prêt, quoi. Tu prends véritablement un risque, c'est pas dilué dans une OPCVM ou je ne sais quoi. Et attends, à un moment, toute perte se répercute, donc, voilà. Mais là, c'est directement sur la personne qui prend ses responsabilités et qui le sait. Le régulateur a limité à 2 000 € la somme que chacun peut mettre pour investir dans un projet. Mettre seulement 2 000 € par projet, pour éviter qu'il y ait un mec qui mette toutes ses économies, peut-être 20 000 € ou 100 000 € et qui perd tout et qui se retrouve à poil en disant j'ai tout perdu, qu'est-ce qu'on peut faire pour moi ?
Mais ça pose... Et les gens qui s'occupent de la FinTech sont plutôt contents de cette régulation parce que ça permet de conserver une bonne image, ça permet d'éviter qu'il y ait des drames, ça permet tout ça. Mais en même temps, ça pose toujours la même question. On protège un individu contre lui-même. Or, si quelqu'un va dans des systèmes de FinTech, c'est bien qu'il est informé, qu'il sait très bien que son argent est à risque. Et donc, au nom de quoi est-ce que je lui interdis de mettre toute sa fortune sur un projet s'il en a envie? Il sait exactement quelles sont les conséquences. Et donc, il faut avoir, comme dit Nassim Taleb, skin in the game. À un moment donné, on ne peut pas constamment être protégé contre sa propre volonté. On va retenir de cet entretien cette dualité de à quel point doit-on protéger les gens contre ou doit-on les laisser être responsables, et est-ce qu'en fait responsabiliser les gens les rend pas responsables. Merci beaucoup pour cet entretien, merci beaucoup de nous avoir accordé du temps, c'était vraiment très gentil. Et on mettra les liens pour retrouver tous tes écrits à l'intérieur de la vidéo. Merci encore. Super, merci. Merci. Je ne sais pas combien d'entre vous vont prendre leur carte de e-résident à l'issue de cet entretien, mais moi en tout cas je l'ai beaucoup aimé et j'espère que vous aussi. Je remercie énormément nos intervenants d'être venus et je vous remercie vous de mettre un pouce bleu pour dire à YouTube que cette vidéo est bien. Je vous remercie également de vous abonner à cette chaîne et la semaine prochaine on parle de vendre sa boîte. Comment, pourquoi, quel effet ça a sur les gens maintenant dans des années avec des entrepreneurs concernés.